De ce Grand Paris reportage entièrement dédié à l'environnement. Voici tout de suite votre sommaire. La communauté scientifique a depuis longtemps tiré la sonnette d'alarme sur le dérèglement et le réchauffement climatique. Les chercheurs des laboratoires franciliens mondialement reconnus ont été parmi les premiers. Ils se sont évertués à comprendre le climat du passé pour mieux prévoir celui du futur. Un constat, la température moyenne à la surface du globe a augmenté d'1 degré de 1901 à 2012. Nous, citoyens des pays industrialisés, sommes pleinement responsables de la dégradation de notre environnement. Être éco-citoyen, c'est d'essayer par des gestes au quotidien de préserver au mieux notre monde. Le tri sélectif, la voiture électrique, le vélo, la maison intelligente. Les Parisiens et Franciliens se sentent en première ligne dans ce combat pour un monde plus sain. Même s'il n'existe aucune statistique, on évalue à 2000 le nombre de maisons passives. C'est beaucoup moins qu'en Allemagne. Difficile de changer les mentalités. Un constat partagé par Emmanuel Coste. Il est architecte et il conçoit des bâtiments publics à énergie positive. Je trouve qu'aujourd'hui, ça avance pas assez vite. On en parle régulièrement. Il y a des exemples, mais ça devrait être généralisé. La problématique, je pense, essentiellement, c'est le savoir-faire des concepteurs et des entreprises qui, de mon point de vue, ont un peu de mal à changer leurs habitudes de conception, parce que c'est quand même radicalement différent. Se dire comment je conçois pour se passer de chauffage, c'est pas la même chose de se dire je fais un bâtiment basique et je mets du chauffage et puis tant pis, on verra ce que ça consomme. Pascal Canfin, bonsoir. Cette COP21, vous la connaissez, si je puis dire, comme votre poche. Vous êtes ancien ministre en charge du développement. Vous êtes aujourd'hui le spécialiste des questions internationales pour le World Resources Institute et le coprésident d'une commission sur les financements innovants pour le climat. J'arrête là. On vient de le voir, des citoyens se mobilisent un peu partout dans notre région, l'un pour sa maison, l'autre avec son vélo. La mairie de Paris déploie de son côté un plan énergie-climat extrêmement volontariste. Est-ce que cela suffit à faire bouger les lignes ? Il ne faut surtout pas opposer l'action individuelle, citoyenne ou locale et l'accord international, la fameuse COP21 qui se tient la semaine prochaine à Paris. C'est l'addition des deux, l'addition des engagements locaux, chacun à son niveau, et les grands mouvements internationaux avec la Chine, les États-Unis et l'accord que l'on va, j'espère, trouver dans quelques jours à Paris, c'est en faisant l'ensemble de ces engagements que l'on sera à la hauteur du défi extraordinaire qui est d'inventer un monde compatible avec la lutte contre le dérèglement climatique. Vendredi 13 novembre, Paris a basculé dans une toute autre dimension avec les attentats. François Hollande, devant les membres du Parlement réunis en congrès, a déclaré que la COP21 devait être, je cite, un moment d'espérance et de solidarité. Qu'en pensez-vous ? C'était extraordinairement important de maintenir la COP21 à Paris, parce que sinon ça aurait été tout simplement cédé face aux terroristes. Maintenant, il faut aussi que la mobilisation citoyenne puisse s'exprimer. Elle sera évidemment plus contrainte, plus limitée, mais il faut qu'elle puisse s'exprimer parce que la COP21, l'action de lutte contre le dérèglement climatique, ce sont des décisions politiques qui sont extraordinairement importantes, mais c'est aussi l'engagement de chacun. Et l'engagement, c'est aussi la pression que chaque citoyen peut, voire même doit, exercer sur ses représentants et sur les décideurs politiques qui seront réunis au Bourget pendant plusieurs jours. Est-ce que vous pensez malgré tout que le débat sécuritaire peut voiler les enjeux de la COP21 ? Vous savez, il y a un lien beaucoup plus précis qu'on ne le croit entre le climat et les enjeux de sécurité et le terrorisme. Vous savez peut-être que près de la moitié du budget de financement de l'EI, de Daesh, proviennent des ressources fossiles, provient de la vente du pétrole qu'exploite Daesh et que Daesh vend ensuite à travers la Syrie et à travers la Turquie. Et donc on voit bien que sortir des énergies fossiles, c'est aussi priver les terroristes d'un certain nombre de leurs financements, parce que le soleil, c'est gratuit, le vent, c'est gratuit, contrairement au pétrole qu'en plus, on n'a pas dans notre sous-sol. Donc c'est notre intérêt, c'est ça qui est important. C'est que c'est à la fois notre responsabilité, notamment vis-à-vis des pays les plus impactés, vis-à-vis des pays du Sud, les pays africains. Donc c'est notre responsabilité d'agir face au climat, mais c'est tout simplement aussi notre intérêt que de le faire. Vous êtes un spécialiste, je le soulignais tout à l'heure, des questions internationales liées au climat. Est-ce qu'il y a une géopolitique du climat ? Il y a une géopolitique du climat. Il y a des pays qui sont aujourd'hui hostiles
à ce qu'il y ait un accord ambitieux sur le climat à Paris dans quelques jours. Les États-Unis, par exemple ? Non, les États-Unis et la Chine, et c'est la très grande différence par rapport à 2009, qui est le sommet de Copenhague, où nous avions collectivement échoué à trouver cet accord, que j'espère nous trouverons à Paris dans quelques jours, c'est que les États-Unis et la Chine, maintenant, veulent un accord. Évidemment, ça change tout. En revanche, il y a encore des pays qui sont beaucoup plus réticents. J'en citerai deux. L'Inde. L'Inde est le pays le plus peuplé du monde à partir de 2022, donc on ne peut pas faire sans lui. Et puis le deuxième pays qui aujourd'hui est en première ligne, le pied sur le frein, c'est l'Arabie Saoudite. Et évidemment, quand vous êtes saoudien, quelle est votre influence géopolitique ? Quelle est la racine de votre pouvoir ? C'est l'exploitation du pétrole. Donc vous êtes forcément hostile à un accord ambitieux sur le climat. Et donc la façon dont la France va réussir, avec d'autres, avec la Chine, avec les États-Unis, à faire pression sur l'Arabie Saoudite, à aller au-delà et aller passer outre ce que les Saoudiens ne veulent pas faire, c'est un enjeu absolument décisif, géopolitique pour le coup, de la COP21. La Chine, les États-Unis, est-ce que ça suffira à permettre à la COP21 d'aboutir à son objectif ? Le premier objectif, c'est de trouver le premier accord universel sur le climat. J'insiste sur ce mot parce qu'il existe aujourd'hui déjà un accord sur le climat. Il s'appelle le protocole de Kyoto. Il a été trouvé dans les années 90, mais il ne couvre plus qu'une toute petite partie des émissions de gaz à effet de serre, essentiellement l'Europe. Donc il est obsolète. Donc il faut le remplacer par quelque chose qui soit universel. Et l'universel, c'est évidemment avec la Chine, avec l'Inde, avec les États-Unis, de façon à ce que 100% des émissions soient couvertes par l'accord. Ça, c'est sa première dimension. Et la deuxième dimension, c'est qu'il soit compatible avec ce que les scientifiques nous demandent, c'est-à-dire ne pas dépasser la limite des 2 degrés de réchauffement. Pourquoi 2 degrés ? Parce que les scientifiques nous disent, au-delà de 2 degrés de réchauffement, on franchit un point de non-retour. Et je pense que nous n'avons vraiment pas intérêt à aller tester ce point de non-retour parce que ce sera un monde beaucoup plus dangereux dans lequel nous vivrons au XXIe siècle si nous n'arrivons pas maintenant à prendre les bonnes décisions. Et quand je dis maintenant, c'est vraiment maintenant, c'est dans quelques jours à Paris. Comment faire en sorte que cet accord, si vous le trouvez, s'impose à tous les pays du monde et donc soit en quelque sorte supranational ? L'accord va concerner tout le monde. Malheureusement, et si nous étions quelques-uns avec Nicolas Hulot à le négocier directement, peut-être qu'il sera encore plus ambitieux, malheureusement, il n'y aura pas de tribunal international sur le climat qui permettrait de dire « Ah, cette politique que vous menez, elle est contraire aux enjeux climatiques, donc vous allez être sanctionné. » Ça n'existera pas. Donc la contrainte, en fait, elle sera limitée. C'est pour ça que moi, je pense qu'il ne faut pas voir cet accord comme un fardeau, une contrainte, mais au contraire comme étant le premier accord du XXIe siècle sur lequel on se met d'accord pour inventer tous ensemble le plus grand défi, répondre tous ensemble au plus grand défi qui nous est donné, c'est-à-dire une économie décarbonée, une économie qui invente une nouvelle révolution industrielle. Et pour le coup, en France, nous avons des technologies, nous avons des entrepreneurs, et en Ile-de-France particulièrement, des savoir-faire. C'est une opportunité économique aussi, cet accord. Donc il faut aller de l'avant, il ne faut pas avoir peur. Je vous remercie Pascal Canfin d'avoir été sur notre plateau pour nous expliquer tout cela. Climat, 30 questions pour comprendre la conférence de Paris. Je vous recommande la lecture de ce livre. Il est co-signé Pascal Canfin et Peter Steym. Merci Pascal Canfin d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Grand Paris Reportage s'achève. Merci de votre attention et de votre fidélité. Rendez-vous en janvier 2016 pour de nouveaux magazines en prise directe avec l'actualité de l'Île-de-France. Vous êtes bien sur France 3 Paris Île-de-France.